lois internationales ont été adoptées. La première adoption a donc eu lieu en 1997 lors de la COP3 à Kyoto. C'est le premier accord international visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. En 2008, l'Union européenne adopte ce qu'on appelle le paquet 2020, aussi appelé paquet énergie-climat. Et donc ce paquet est un ensemble de lois qui a 3 objectifs. Le premier étant, comme pour la plupart des accords internationaux, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le second, la réduction de la consommation d'énergie en général. Et enfin, la promotion d'énergies renouvelables. En 2015, vous en avez sûrement entendu parler, a eu lieu donc la COP21, pendant laquelle ont été adoptés les accords de Paris. C'est les premiers accords universels qui ont pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre. D'universel, même si les États-Unis ont dit souhaiter en sortir, ce qui n'est pas encore le cas. Donc maintenant, on va s'intéresser aux énergies renouvelables en elles-mêmes. Donc dans les principales énergies renouvelables, on a l'éolien, le photovoltaïque, l'hydraulique, et en France particulièrement avec les barrages hydrauliques, et enfin la biomasse. Donc la biomasse, déjà, il y a à exclure des solutions contre le réchauffement climatique parce que c'est une source d'énergie qui produit du CO2 et donc des gaz à effet de serre. Ensuite, pour ce qui est de l'hydraulique, la France a quasiment utilisé tout son potentiel en termes, on a construit quasiment tous les barrages qu'on pouvait faire. Donc il nous reste 2 solutions qui sont le photovoltaïque et l'éolien. Et or, ces 2 solutions posent un autre problème, c'est que ce sont des sources de production intermittentes. Et donc, maintenant, on va étudier plus précisément l'impact. Le problème de ces politiques, c'est que ce sont des politiques donc, qui sont internationales, et l'impact à échelle locale est pas forcément toujours bien étudié. Et donc, Hugo va nous présenter le compromis environnemental qui est fait dans le cadre du parc de Saint-Brieuc. Donc forcément, il y aura un impact sur l'écosystème local. Mais avant tout, j'aimerais d'abord revenir en fait, sur une idée reçue, qui est en fait la surmortalité des oiseaux causée par les éoliennes. Donc même si les éoliennes, en fait, ça dépend surtout de là où elles sont situées, notamment les zones sensibles où il y a une faune importante, en moyenne, les éoliennes tuent 7 oiseaux par an. 7 oiseaux par an, c'est quasiment le même nombre que tue un chat domestique. Donc voilà, c'est à peu près le même rapport. Et si on veut aller à une échelle beaucoup plus grande, par exemple des kilomètres, c'est 216 oiseaux retrouvés morts par an et par kilomètre à haute tension. Donc les éoliennes ne sont pas du tout, c'est pas elles les plus mortelles pour la vie faune. Ensuite, du coup, suite à ça, la Ligue de protection des oiseaux a émis en fait plusieurs dérogatives. En fait, à l'avenir, les éoliennes, il ne faudra pas les installer là où il y a des zones de nidification, des zones Natura 2000 et des couloirs de migration. Donc ensuite, ça, l'État français, il n'a apparemment pas respecté, parce que comme on peut voir, en fait, c'est juste à côté, c'est à la frontière d'une zone Natura 2000. Sur les côtes, on a des sites importants de nidification, et chaque automne, il y a entre 100 000 et 500 000 oiseaux en fait, qui migrent directement, qui passent par la baie. Le principal danger pour les oiseaux, en fait, c'est la zone de balayage du rotor, qui en fait coïncide avec l'altitude de vol des oiseaux. Donc même si une étude anglaise qui a duré 2 ans sur un parc du coup, anglais, sur 600 000 vidéos, il y en a 12 000 qui montrent l'activité des oiseaux, et il y a seulement eu 6 collisions qui ont été enregistrées. Ensuite, il faut prendre un peu de recul et se dire que cette zone était beaucoup moins riche en biodiversité que celle de Saint-Brieuc. Ensuite, comme nous l'a appris Morgane Perry, en fait, qui est chercheuse, qui est responsable scientifique à l'association ALLARC, que nous avons interviewée, la zone de Saint-Brieuc est aussi unique par le fait que c'est la seule zone qui possède, là où se trouve en fait une zone résidente de cétacés. Donc ici, en fait, c'est 500 grands dauphins sédentaires dans la baie, et en fait, c'est la plus grande population d'Europe. Leur principal risque, en fait, ça va être lors de l'installation, qui va durer 2 ans, donc le battage des pieux. En fait, ça va entraîner une nuisance sonore importante, et vu que les dauphins ont une ouïe très fine et se déplacent et chassent via l'écolocalisation, ça va vite fait devenir invivable de vivre dans la baie et ils vont devoir partir. Pour essayer de remédier à tout ça, Elle Marine a proposé plusieurs solutions.
notamment le soft start. En fait, ça consiste à démarrer progressivement les travaux, puis les mammifères en fait, aient le temps de fuir. Un autre projet qui était intéressant, c'est le projet Reselda. En fait, c'est un projet, en fait, c'est des bulles. C'est un rideau de bulles en fait, qui va être construit autour, et donc censé limiter le bruit. Donc ça, c'était assez intéressant. Malheureusement, en fait, vu la configuration de AB, avec le courant marin, en fait, ce sera impossible à mettre en place. Donc aux grandes dames des associations, mais surtout des dauphins, en fait, il n'y aura aucune réduction du bruit qui sera faite. Donc les scientifiques se demandent, en fait, est-ce que les dauphins vont revenir un jour dans la baie. Autre point que soulèvent les associations que nous avons interviewées, comme Garder les Caps et Allah, en fait, ils mettent en cause que les protocoles scientifiques en fait, n'étaient pas pertinents sur le site, et ils se questionnent aussi sur l'objectivité des études menées par El-Marine, en fait, car c'est eux qui choisissent et financent les cabinets d'études. Autre problème qui va se poser, notamment logistique, c'est en fait, le port qui a été choisi, c'est le port de Saint-Quay-Portrieux. Et en fait, il va y avoir des problèmes, notamment en fait, parce que les plaisanciers et les pêcheurs vont devoir partager le port avec 3 navires de maintenance de 30 mètres de long. C'est un port qui est déjà saturé lors de la saison des coquilles Saint-Jacques. Donc il va falloir faire cohabiter tout le monde. Donc il va falloir refaire toute l'infrastructure et la logistique du site. Donc certes, l'aspect écologique est une composante fondamentale du problème qui se pose à Saint-Brieuc, mais il ne faut pas non plus réduire le problème de Saint-Brieuc à cette seule donnée. En effet, dans l'appel d'offres qui a été réalisé par l'État en 2011, dans le cahier des charges, il était mentionné que les critères d'attribution du projet de Saint-Brieuc dépendront de 3 facteurs qui sont illustrés ici, à savoir le prix, l'industrie, l'environnement, c'est tout. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand même 80% de ces critères, 80% de la note, elle est occupée par au minimum 80%, elle est occupée par des données d'ordre plutôt économique. Donc pour rappel, avant de commencer vraiment, l'énergie électrique, on ne sait pas la stocker aujourd'hui. Ce qui implique qu'en fait, on doit en permanence avoir une production électrique qui est équilibrée avec notre consommation. Or, c'est très compliqué déjà aujourd'hui. Et si on se projette un peu plus loin dans le futur, on peut imaginer que lorsqu'on possédera peut-être davantage d'énergies renouvelables, qui sont donc majoritairement intermittentes, il sera de plus en plus difficile d'équilibrer cette production et cette consommation. Donc dans un cas, ça ne pose pas vraiment de problème, on vend cette énergie si on produit plus que ce qu'on en consomme. Dans l'autre cas, bon, si on a besoin d'énergie, on peut en acheter à nos voisins, mais s'ils n'en ont plus et que nous-mêmes, elle nous fait défaut, on peut se retrouver dans une situation assez préoccupante de blackout électronique. Situation où plus personne n'a de courant. Vous-même, j'imagine, une partie d'entre vous en tout cas, vous achetez de l'électricité auprès d'un fournisseur, EDF, Engie ou d'autres. Et bref, tout ça pour vous dire finalement que l'énergie est une ressource qui a un marché derrière. Et qu'une nouvelle énergie, il faut aussi qu'elle puisse être compétitive sur ce marché. Et c'est un peu l'enjeu qui est derrière le parc éolien de Saint-Brieuc. C'est un nombre de ces détracteurs avancent que le parc ne pourra pas être compétitif et proposer des prix compétitifs. Or, c'est inquiétant pour la pérennité de ce genre d'installation et pour la suite à donner dans le cadre d'une transition énergétique qui s'appuierait sur l'éolienne maritime. Donc derrière, on retrouve les chiffres du parc énergétique français. Donc sans trop de surprise pour tout le monde, j'imagine, le nucléaire est largement en tête, avec 63 000 MW installés. Et pour un prix que vous voyez dans l'infographie, donc en rouge, là, un prix de 49,50 € du mégawattheure, excusez-moi. Donc en regard de ce qui se fait d'autre, mis à part l'hydraulique qui est exploitée à son plein potentiel, comme vous a expliqué Hugo, on s'aperçoit que c'est une énergie qui reste très peu chère, en fait, très abordable comparée aux autres, surtout comparée aux énergies renouvelables. Donc en fait, les énergies renouvelables ont du mal à se faire une place vis-à-vis de cette solution. Toutefois, et l'exemple nous est donné par l'EPR de Flamanville, nouveau réacteur, j'espère que
la majorité d'entre vous en a entendu parler. En fait, le coût moyen de cette énergie, de l'énergie nucléaire, est voué à l'augmentation. Il en va de même pour les énergies, pour les centrales thermiques qui s'appuient majoritairement sur des énergies fossiles, qui elles aussi ne sont pas une ressource pérenne sur laquelle on peut s'appuyer. En revanche, le coût des énergies renouvelables, globalement, ces dernières années, on observe qu'il est revu à la baisse. Donc ça s'explique par plusieurs données, notamment le fait que cette énergie n'est pas encore mature aujourd'hui, et donc elle ne peut que s'améliorer, que se développer et aller de l'avant. Je vais maintenant vous expliquer quelle est la logique derrière cette diminution des coûts. Tout d'abord, l'augmentation de la taille des éoliennes. On a besoin d'implanter moins d'éoliennes pour que le parc produise plus d'électricité, ça a contribué à l'abaissement des coûts. Et il y a aussi, une fois que cette pratique sera devenue courante, un parc pourra bénéficier de synergie avec un parc voisin, par exemple. Ainsi, une sous-station électrique en mer pourra peut-être combler aux besoins de 2 parcs, où il y aura aussi certainement des synergies de maintenance envisageables entre 2 parcs proches. C'est ce qu'on commence à voir, notamment au Danemark, où l'État en 2018, l'État a réalisé un appel d'offres 0 subvention, c'est-à-dire que les entreprises qui répondaient à l'appel d'offres devaient proposer un projet qui proposait de se rémunérer au prix du marché, ce qui est à peu près 50 € du mégawatt en moyenne. Ce qui nous amène directement à nous intéresser aux autres pays européens qui produisent, eux, depuis plusieurs années, une énergie basée sur l'éolien offshore. Donc voilà, ici vous avez une carte. On voit que l'Angleterre et l'Allemagne sont les principaux pays qui utilisent l'éolien offshore aujourd'hui. Le plus grand parc du monde est d'ailleurs basé en Angleterre. Il s'appelle le London Array et sa fabrication a été entamée en 2011. Inauguré en 2013, il présente comme caractéristique 630 MW de puissance installée pour 175 éoliennes. Alors pourquoi ce chiffre nous intéresse ? Tout d'abord, 630 MW, c'est pas si loin du chiffre avancé par Elmarine pour son parc de la baie de Saint-Brieuc de 494 MW installés. En plus, on se rend compte que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le parc de Saint-Brieuc c'était 62 éoliennes. Ici, on en a 175. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en l'espace de 6 ans, le prix, on a besoin de moins d'éoliennes pour produire une quantité significative d'énergie. En fait, il y a vraiment une idée de temporalité. Plus le temps passe, plus les éoliennes sont grosses et moins on a besoin d'en installer. Ça contribue à la réduction des coûts. Et aujourd'hui, on a des nouveaux projets encore plus ambitieux qui voient le jour avec des productions d'1,2 MW. Pour vous donner une échelle de comparaison, les chiffres sur la baie de Saint-Brieuc, ça permettait d'alimenter 850 000 foyers environ. Redescendons maintenant d'un niveau, je vous propose de redescendre d'un niveau en abordant la question à une échelle plus locale, en abordant la problématique soulevée par l'emploi. Elmarine prévoit que ces parcs puissent créer environ, puisse créer environ 2000 emplois directs pour la région de Saint-Brieuc. Or, ces chiffres, ils font naître des externalités en fait. Ils possèdent des externalités parce qu'ils vont impacter d'autres secteurs en fait. L'une des principales sources d'inquiétude pour les riverains et selon les associations que nous avons interviewées sont liées au tourisme, le secteur du tourisme qui proposerait 10 fois plus d'emplois, 20 000 emplois, 20 000 emplois seraient concernés par le tourisme dans la baie de Saint-Brieuc. Et dans le même temps, la baie de Saint-Brieuc est aussi un espace où la pêche est exercée et de façon, on va dire, des diverses associations responsables. Et ces emplois seraient menacés par l'activité du parc éolien. Donc le but aussi pour l'État français à travers ce parc, c'était de faire émerger un champion du secteur. De faire émerger la France comme champion du secteur de l'éolien. Et donc, comme vous pouvez le voir sur cette photo, ou l'imaginez, la création de ce genre d'équipement nécessite de grandes infrastructures, qui nécessitent de créer des entreprises. Et c'était tout à fait le but de l'État de créer des entreprises qui assuraient
le développement de l'éolien en France, avec des emplois cette fois-ci créés de façon indirecte, notamment pour réaliser le polder ici à Brest, qui accueillera le chantier le chantier de la construction des fondations qui seront équipées à Saint-Brieuc. Donc on voit que notre sujet, enfin du moins que le parc de Saint-Brieuc, il aura dû tenir compte de contraintes à un ordre local. Finalement, son grand challenge, ça va être de faire ses preuves au niveau local et de montrer comment il peut s'intégrer dans la vie de la baie de Saint-Brieuc sans lui porter préjudice. Je vous remercie de votre attention.